Depuis quelques jours, la France est entrée en commémoration. Nous allons commémorer pendant toute cette année 2014 le centenaire de la Grande Guerre, celle de 1914. C'est cette guerre qui marque la fin du XIXe siècle et le début du XXe. Pour parler de ce siècle, nous avons invité Jean-Pierre Chevènement qui vient de publier chez Fayard 1914-2014, l'Europe sortie de l'histoire, avec un point d'interrogation. Jean-Pierre Chevènement, bonjour. Bonjour. Alors, ce n'est pas la peine de vous présenter. Vous êtes une des figures tutélaires de la gauche républicaine. Et nous avions reçu, il y a un peu moins de 3 ans, pour votre dernier livre qui s'appelait « La France est-elle finie ?» Et il y avait là aussi un point d'interrogation. Alors, dans l'introduction de cet ouvrage, vous posiez alors la question « La France serait-elle sortie de l'histoire sans s'en apercevoir ?» Et cette interrogation, vous la reprenez aujourd'hui dans 1914-2014, au niveau de l'Europe. L'Europe est-elle en passe de sortir de l'histoire? C'est la question. En effet, c'est la suite. C'est la suite du précédent. Alors, vous faites un parallèle entre les deux mondialisations, celle d'avant 1914 et celle d'aujourd'hui. Est-ce que la première mondialisation a été la cause principale de la Grande Guerre? La cause, c'est trop rapide. La mondialisation libérale qui commence au milieu du XIXe siècle, le traité Cobden-Chevalier, le traité de libre-échange franco-anglais, 1860, donc 50 ans jusqu'à la Première Guerre mondiale, une tendance très nette à la libéralisation des échanges de biens, de services, de capitaux, de personnes, des migrations, mais qui vont de l'Europe vers l'Amérique ou les dominions britanniques ou l'Amérique latine. Et puis une deuxième mondialisation après 1945 qui s'épanouit à la fin du XXe siècle et au début du XXIe avec le néolibéralisme. Ces deux mondialisations libérales requièrent l'une et l'autre un patron. Dans un premier cas, c'est l'Empire britannique qui tient le gros bâton. Avec sa marine, notamment. Et avec la Royal Navy, qui est maîtresse des mers, et qui assure la cohésion de cet immense empire qui s'étend aux Indes, à l'Australie, au Canada, à l'Afrique du Sud. C'est une puissance tout à fait considérable. Mais qu'inquiète la montée de l'Allemagne impériale et de ses armements navals. D'où le rapprochement avec la France à partir de 1903. Dans la deuxième mondialisation, même phénomène, modification de la hiérarchie des puissances, de la même manière qu'on a vu monter l'Allemagne impériale après l'unification de 1871, avec un très fort élan industriel qui laisse loin derrière l'Angleterre et à plus forte raison la France. De la même manière, nous observons, sous la seconde mondialisation libérale, une montée accélérée de la Chine qui voit décupler son produit national brut en l'espace d'une vingtaine d'années. Donc ça va beaucoup plus vite sous la deuxième mondialisation. Et les États-Unis se retrouvent avec une économie désindustrialisée et avec une Chine qui leur barre l'horizon, d'où le pivotement de l'Atlantique vers le Pacifique. La force américaine se réorganise autour de la Chine. Oui, mais pour revenir à la guerre de 14 et à Bismarck, Bismarck, lui, avait compris qu'il ne fallait pas aller chatouiller les Britanniques, ni sur les colonies, ni sur la question de la marine. Et c'est à partir quand il quitte le pouvoir, et c'est à partir de 1900, avec le pangermanisme, que finalement, le grand état-major et le Kaiser changent un peu d'orientation et menacent réellement l'Empire britannique, non? Alors Bismarck, qui était un homme prudent, un homme d'État, après avoir assuré l'unification de l'Allemagne et une certaine prépondérance allemande en Europe, la triplice, la triple alliance entre l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne et l'Italie, ça date des années 1880 quelques. Bismarck pense que une colonie ne vaut pas les os d'un seul grenadier poméranien. Et il a l'habileté de conclure avec la Russie un traité dit de réassurance, c'est-à-dire qu'on se soutient dès lors qu'aucun n'est attaqué sur son sol, il n'y a pas de clause automatique de soutien.
et Bismarck maintient ainsi la paix de l'Europe. L'erreur de Guillaume II, c'est de congédier Bismarck et d'abandonner le traité de réassurance avec la Russie, de jeter la Russie dans les bras de la France. La Russie a besoin d'argent et la France, elle a besoin de sortir de sa période de recueillement. Donc, pour respirer, elle s'allie avec la Russie et politiquement... L'épargne française part en Russie. L'épargne française part très largement en Russie, dans l'Empire ottoman, un peu ailleurs aussi. Mais la France conquiert quand même un empire colonial. Politiquement, la France n'a pas dit son dernier mot, même si économiquement, il y a un premier décrochage. Et la Première Guerre mondiale n'éclate pas par hasard, comme le disent des esprits superficiels. Ce n'est pas une guerre par accident qu'un coup de volant aurait permis d'éviter. Non, au départ, l'Allemagne soutient l'Autriche-Hongrie, qui est son grand allié, par rapport à tout ce qui se passe dans les Balkans, les guerres balkaniques. Donc il faut donner un coup d'arrêt à la Serbie, après l'attentat de Sarajevo, et l'Allemagne donne carte blanche à l'Autriche-Hongrie pour le faire. Elle pense localiser le conflit et ne prend pas garde que la Russie pourrait quand même venir au secours, et que la Russie va refuser ce que Sokolov appelle un Munich avant la lettre. Donc l'Allemagne en même temps se sent menacée par l'alliance franco-russe et a conçu depuis 1905 un plan, le plan Schlieffen, qui consiste à liquider la France en 5 semaines en envahissant... Comme en 71 comme en 1871. Il a fallu plus de 5 semaines, oui. Comme en 1940. Mais on liquide la France en passant par la Belgique, en violant la neutralité belge, puis on se retourne contre la Russie, parce que dans le pan-germanisme, il y a 2 rêves qui coexistent. Celui de l'empire colonial en Afrique, avec la marine de guerre, qui inquiète l'empire britannique, et puis l'idée d'un combat entre Germains et Slaves, repoussant ces derniers jusqu'aux abords de la mer Noire et permettant l'érection d'un grand empire colonial allemand en Europe même. Au-delà de la Mitteleuropa. Au-delà de la Mitteleuropa, en repoussant la Russie jusqu'à ses frontières du XVIe siècle, jusqu'à la Moscovie, jusqu'aux frontières actuelles. Ce sera d'ailleurs l'objet du traité de Brest-Litovsk. Donc, 1914 éclate parce que, comme les Russes se mobilisent, l'état-major allemand et les dirigeants allemands considèrent que le moment est venu de déclencher une guerre préventive parce qu'ils craignent que le jour où les Russes auront construit des chemins de fer qui leur permettraient d'acheminer des forces suffisantes, ils soient pris entre 2 fronts. Donc ils veulent casser cela par avance et ils déclenchent une guerre préventive. Et ils font le pari que les Anglais n'interviendront pas. Et il ne faut même pas ce pari, ils sont assez bêtes pour ne pas comprendre que, violant la neutralité belge dont l'Angleterre est garante, ils vont entraîner l'intervention de la Belgique, non seulement parce que l'Angleterre veut faire respecter sa signature, mais parce que l'Angleterre ne veut surtout pas que l'Allemagne domine l'Europe, comme Napoléon avait dominé l'Europe à l'époque du blocus continental. Donc la réaction de l'Angleterre, le 4 août 1914, c'est de déclarer la guerre à l'Allemagne, parce qu'elle a violé la neutralité belge, et de faire en sorte que cette guerre qui au départ devait être limitée à un petit conflit balkanique, puis ensuite à une guerre européenne rapidement menée en quelques semaines, durera 4 ans, sans coût excessif, devient en effet une guerre mondiale entraînant l'immense empire britannique, puis derrière lui, les États-Unis en 1917, à la suite Guillaume II dira « je n'avais pas voulu cela ». Il le dira plus tard. Oui. Il le dira plus tard, mais trop tard. Mais disons que cette guerre, au fond, était absurde du point de vue de la puissance montante qu'était l'Allemagne. Elle aurait pu gagner la paix et devenir la puissance économique dominante sans aucun problème et sans se fourvoyer dans une guerre préventive qui, au fond, était sans objet. Ça fait une transition sur ce qui se passe aujourd'hui. L'Allemagne a effectivement gagné la paix. Oh, elle n'a pas vraiment gagné la paix parce qu'elle a subi quand même d'effroyables dommages humains, matériels, moraux. 70 ans après 1945, l'Allemagne domine l'Europe. Elle est le numéro 1 économique en Europe, mais elle est loin d'être le numéro 1
politique. Elle a fait l'impasse sur le risque russe, à mon avis tout à fait à juste titre. La Russie ne serait plus capable de menacer l'Europe occidentale, elle ne le souhaite pas d'ailleurs. Hein. Ses ennemis sont l'islamisme radical qui la concerne sur son sol même. Et puis, il y a la montée de la Chine qui, quand même, l'inquiète aussi, même si elle n'en montre rien. Donc, aujourd'hui, l'Allemagne a fait un pari sur la paix. Elle n'a pas de politique de domination militaire, ni vraiment politique. Elle n'en a pas, elle se l'interdit, elle n'en a pas besoin. Disons qu'elle est prise dans une contradiction, c'est qu'elle veut sauvegarder sa compétitivité à l'échelle mondiale. Elle exporte de plus en plus, comme l'a très bien montré M. Phébis, hein, sur les pays hors Union européenne et de moins en moins sur la zone euro. Elle veut imposer à la zone euro des disciplines qui lui permettront de ne pas devoir venir à son secours. Donc voilà, la contradiction allemande, c'est elle a fait le choix de la compétitivité à l'échelle mondiale. Elle ne veut pas être lestée par une zone euro qui lui coûterait trop cher. Et c'est ça son problème, c'est qu'elle est en Europe. Est-ce qu'elle peut devenir un pays offshore, en quelque sorte? Alors, oui, mais est-ce que ça peut continuer comme cela? La Commission de Bruxelles veut engager une enquête sur les excédents commerciaux allemands, qui atteignent 7% du PIB, ce qui est contraire aux règles qui ont été adoptées, etc. Est-ce que ça va aller bien loin? Pas très loin, parce que la Commission de Bruxelles, et ce que nous savons, elle est quand même aux ordres de Mme Merkel. Ça n'ira pas très loin, il y aura quelques auditions. Oui. Enfin, un pays qui est excédentaire, on ne peut pas l'embêter tellement. Les marchés financiers ont plutôt ça à la bonne. Donc voilà, la France est dans une position plus difficile. Oui, parce que ça permet de critiquer l'Allemagne d'un côté, ça permet aussi de focaliser sur la France. C'est le balancement circonspect. Voilà. Et donc, effectivement, comment peut-on s'en sortir aujourd'hui? Dans votre livre, vous abordez toute cette question. D'abord, problème de fond, l'Europe est-elle en train de sortir de l'histoire en tant qu'acteur politique majeur face à la Chine et face aux États-Unis, hein, avec une Allemagne mercantiliste qui, sur le plan économique, domine non seulement l'Europe, mais devient un géant économique mondial, le troisième, et en même temps, un géant économique, un empire, qui n'a pas les attributs d'un empire. Qui n'est pas un empire. Qui n'est pas un empire. C'est une grande Suisse, comme on avait dit. Ça a été bon, est-ce que, mais dans tout ça, nous sommes en train de disparaître. Heureusement peuplé d'Allemands écologistes plutôt que d'Helvètes combatifs. Oui. C'est vrai que l'armée suisse est très efficace. Hein, les Suisses sont très efficaces à tous égards. Un peu moins maintenant au niveau de la finance. Mais est-ce que, finalement, cette Europe, vous dites vous-même, vous posez la question, en voie de disparition en tant que puissance par rapport aux autres. Comment éviter que l'Europe ne disparaisse en tant que puissance politique? Alors c'est tout le sens des commémorations de la Première Guerre mondiale. On va s'en servir pour diaboliser les nations, qui ne sont pas du tout à la source de la Première Guerre mondiale. C'est un calcul d'état-major qui est à l'origine de la Première Guerre mondiale, et puis plus profondément la modification de l'équilibre des puissances que j'évoquais tout à l'heure. Mais les deux guerres mondiales ne suffisent pas à expliquer le déclin de l'Europe et le fait qu'elle soit sortie de l'histoire. Ce qui explique le déclin de l'Europe, c'est l'organisation dont elle s'est dotée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire une Europe par le marché, économiciste, hein, et en même temps l'acceptation de la tutelle militaire et diplomatique américaine. C'est-à-dire une Europe qui n'intervient plus dans les affaires mondiales. L'Angleterre se replie à l'ouest de Suez. Hein, la France abandonne ses positions coloniales. Il le fallait d'ailleurs. Bah oui, c'est indispensable. Mais de toute façon, l'Europe n'a plus de voix, par exemple au Moyen-Orient. Hein, la France n'a plus de politique arabe. Ce n'est même pas la peine que je vous fasse un dessin. Donc c'est fini. L'Europe est sortie de l'histoire, dans la réalité, politiquement. Pourrait-elle s'y réintroduire? C'est la question que je pose dans mon livre et je montre comment elle pourrait s'y réintroduire en modifiant complètement, de fond en comble, son organisation monétaire, en transformant l'euro de monnaie unique en monnaie commune. Alors on va y venir. Et en faisant une Europe taillée à la mesure des défis du XXIe siècle. Le XXIe siècle est marqué par la bipolarité naissante entre la Chine qui monte et puis les États-Unis qui déclinent doucement. Leurs PNB vont être équivalents dans quelques années. Et par conséquent, est-ce que l'Europe peut exister par elle-même? Oui,
une grande Europe de la Méditerranée à la Russie, bâtie sur le schéma d'une Europe des nations, à géométrie variable, hein, et d'une Europe qui, effectivement, utiliserait une monnaie commune permettant des ajustements moins douloureux que les déflations internes dont on voit le résultat en Grèce, en Espagne, au Portugal. À une monnaie commune, parce qu'il y a un tabou aujourd'hui dans la classe politique, de gauche comme de droite. En France et aussi en Allemagne, parce que je pense qu'en Allemagne, SPD et CDU ne veulent pas aujourd'hui remettre en cause l'euro, parce que l'euro les sert d'ailleurs. Bon, comment ? Jusqu'à un certain point. Bon, jusqu'à 1,70, jusqu'à une parité de 1,70 par rapport au dollar. Leur économie est ainsi faite, l'économie de bazar, ils profitent d'un euro fort, à l'inverse de nous. Comment pourrait-on revenir à un euro monnaie commune et non plus monnaie unique? Alors, ils supportent un euro fort aussi parce qu'ils ont des situations de rente monopolistique, mais cela depuis la fin du 19e siècle, oui. Parce que l'essor allemand est ancien. Ah ben, les mêmes conditions qu'en 1914, le Made in Germany, il date de Bismarck, hein, de la fin du 19e. D'après Bismarck, disons. Oui, de la fin du 19e. Du début du 20e siècle. Hein. Disons que l'Allemagne a une situation forte, qu'elle doit à ses qualités, à ses atouts propres, à ses situations centrales en Europe. Et évidemment, jusqu'à maintenant, l'euro lui a plutôt profité. Mais elle veut jouer mondial, elle est excédentaire, c'est le seul pays européen qui l'est à l'égard de la Chine. Hein, elle joue, si elle est excédentaire à l'égard de la Chine. Pas encore. Si elle l'est, hein, vérifiez. Hein. Et la Chine est le premier fournisseur de l'Allemagne. Oui, ils sont passés devant nous. Elle est passée devant la France. Et l'Allemagne joue l'économie russe, les économies à l'Est, la Chine, l'Inde, la Turquie, l'Iran, l'Amérique du Sud. Disons que l'Allemagne joue mondial. Et au fond, l'Europe, de plus en plus, lui pèse. C'est un lest. Elle ne veut pas prendre sur son dos tous les handicapés européens hein, qui voudraient bénéficier de transferts massifs, qui sont d'ailleurs impossibles. Si on voulait faire une vraie fédération, il faudrait que l'Allemagne, chaque année, transfère 10 à 12%, chiffre donné par Patrick Artus, 10 à 12% de son PNB. C'est totalement impossible, inconcevable. L'Allemagne le refuse à juste titre. Hein, elle veut sauvegarder sa compétitivité. Selon Hans Werner Sinn, considéré en Allemagne comme le meilleur économiste, déjà l'Allemagne s'est engagée à hauteur de 30% de son PNB pour soutenir l'euro. Donc l'euro étant un tonneau des Danaïdes. Et nous de 20%. Hein, et nous de 29%, selon Hans Werner Sinn. Hein, et comme par ailleurs nous avons une restructuration de la dette grecque, de la dette portugaise devant nous, que nous avons une explosion de l'endettement italien, espagnol, que rien ne pourra éviter. L'Allemagne se trouve confrontée à de devoir manifester sa solidarité pour une Europe dont au fond elle n'a que faire. Pour elle, l'Europe c'est Club Med, PIX, et maintenant il y a un nouveau sigle qui est... c'est un nouveau sigle qui m'échappe. J'y reviendrai tout à l'heure. Comment on peut ça va me revenir. Faire accepter aux Allemands une négociation sur une transformation de la zone euro? Ben, quand la zone euro sera devenue un terrible bordel, hein, économique, social, politique... Mais est-ce qu'il faut attendre que ce soit un terrible bordel, ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux anticiper et essayer de négocier ça à froid? C'est souhaitable. À froid, l'histoire humaine montre que les grands hommes d'État qui sont capables de devancer l'histoire sont quand même extrêmement rares. Et je pense que c'est souvent sous la pression des nécessités qu'on les voit évoluer. Alors l'Allemagne peut être incitée à une petite relance. On va créer un SMIC allemand, et puis peut-être une hausse salariale. Peut-être que la Banque centrale sera amenée à allonger des prêts aux banques italiennes et espagnoles pour qu'elles souscrivent des titres. Ce sont des manières de reculer les échéances. Exactement. Non, ça peut durer encore un an ou deux. Oui. Hein, mais
le vice initial de la monnaie unique, son péché originel, qui est de juxtaposer des économies nationales très différentes, très hétérogènes, ne sera pas résorbé. Par conséquent, l'Allemagne, qui se lassera, d'autant qu'il y a de plus en plus de gens qui contestent, l'ancien président du patronat, Oskar Lafontaine, le parti alternatif für Deutschland, et même, je dirais, une grande partie de l'opinion allemande, je pense qu'à ce moment-là, les dirigeants allemands seront peut-être amenés à penser qu'une concertation avec la France, qui est, je dirais, le pays qui, avec l'Allemagne, a créé la monnaie unique, est peut-être la manière dont on pourra sortir d'un système monétaire qui est mal pensé au départ, pour aller vers quelque chose comme une monnaie commune, c'est-à-dire un toit européen, une monnaie commune utilisable dans les relations internationales, qui sera peut-être utilisée non seulement dans les réserves des banques centrales, mais pourra donner lieu à des émissions d'emprunts, à des prêts, à des plans de relance, etc. Et pourra même circuler, un super écu, pourrait même circuler en parallèle avec les monnaies nationales, qui fluctueraient dans d'étroites bandes à l'intérieur d'un SME bis reconstitué. Tout cela permettrait des ajustements en fonction de ce qu'a été la perte de compétitivité des différents pays. Et par conséquent, nous pourrions avoir une Europe qui retrouverait le chemin de la croissance si on pense que cet écu, panier de monnaie, pourrait être à peu près 20% en dessous de l'euro actuel. Et ce qui permettrait à ce moment-là de faire une Europe des projets et non pas une Europe fédérale qui finalement est impossible. Parce qu'une fédération implique une nation. Et il n'y a pas de nation européenne. À 28, il n'y a pas de nation européenne. Le pari pervers de la monnaie unique, c'est que devant l'obstacle, eh bien, les Européens décideraient de faire nation. Or, bien évidemment, on ne peut pas faire une nation comme ça. Une nation ne résulte pas de mécanismes monétaires, elle résulte du lent travail des consciences. Et peut-être qu'un jour, ça se produira. Moi, je ne veux pas l'exclure. Mais nous n'en sommes pas là pour le moment. Le seul exemple réussi, c'est celui de la Suisse. Mais ça ne s'est pas fait tout seul. Et encore dans une proportion très variable. S'il n'y avait pas les puissants cantons alémaniques qui sont à l'origine, je dirais, de la Suisse, postés sur les cols alpins pour rançonner les convois et les caravanes, disons que l'histoire de la Suisse, ça prend quand même 7 à 8 siècles. Mais finalement, on va conclure là-dessus, le péché originel, c'est d'avoir cru que la monnaie pouvait précéder la nation, alors que la monnaie suit la nation. Le péché originel, c'est d'avoir voulu faire l'Europe en substitution des nations au lieu de la construire en prolongement des nations, en faisant en sorte que les nations qui datent d'avant 1945 puissent s'appuyer sur leur histoire pour la continuer, au lieu qu'on a voulu faire l'Europe sur une espèce de table rase, 1945 étant la césure entre l'avant rejeté dans les ténèbres de l'enfer et puis l'après qui serait, je dirais, l'embarquement pour Cythère, une odyssée heureuse, un nirvana avec une monnaie unique conçue comme une sorte de Graal. Bien, merci Chevènement, merci Jean-Pierre Chevènement.